Conakry, 8 décembre 2015 au sommaire, tous les parcs automobiles doivent déménager sur le site de Kouria. L'État guinéen a offert un domaine de 100 hectares aux vendeurs de véhicules d'occasion. La démarche vise à désengorger la capitale. Les chantiers de la fête de l'indépendance à Kankan suscitent de l'engouement chez les habitants de Nabaya. Les travaux réalisés par le gouvernement donnent un visage réluisant à Kankan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. La commission d'orientation stratégique de l'unité de gestion du comité national de pilotage de la réforme du secteur national de sécurité a tenu ce matin sa session au palais Sékou-Touré sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La session a planché sur le niveau d'exécution des recommandations de mai 2014. Voici le reportage de Ibrahima Keïta. Cette session de la commission d'orientation stratégique de l'unité de gestion du comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité tenue ce mardi avait à l'ordre du jour le rappel des recommandations de la commission d'orientation stratégique de mai 2014. Aussi, il s'agissait de la synthèse de l'exécution des recommandations du rapport d'évaluation et des activités de la stratégie nationale d'action prioritaire, le tout soutenu par la présentation des résultats sectoriels de l'exécution des recommandations du rapport. À la lumière de cette rencontre, il ressort que les efforts ont été déployés dans tous les domaines, même si le chemin à parcourir est encore considérable. En dirigeant les travaux de cette session, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts en vue de faire de la réforme du secteur de la sécurité une réalité. Ce processus si important a pour but de garantir la paix citoyenne, la stabilité politique et impulser le développement économique de notre pays et de la sous-région. Malgré les embûches, crises sanitaires majeures, économie mondiale existence, décroissance du prix des matières premières et autres, nous avons maintenu la réforme du secteur de sécurité parmi les priorités du gouvernement. Nous devons redoubler d'efforts, poursuivre le travail débuté et en assurer la paternité. C'est ce que le peuple guinéen demande et c'est à quoi il a droit. Les défis sont toujours aussi présents, nous ne pouvons les négliger, ils font partie de notre réalité. Du ministère de la Défense à celui de l'Environnement, en passant par ceux de la sécurité, du budget et de la justice, l'exécution des recommandations sectorielles a connu une légère évolution. Cela compte tenu en général du passage de la fièvre à virus Ebola, une maladie qui a fortement joué sur la mise en œuvre des 227 activités prévues au compte de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée. Et malgré le retard enregistré, les partenaires apprécient la démarche et l'effort du gouvernement guinéen, des partenaires qui ont déjà posé des actions pour la réforme du secteur et qui comptent aller loin avec le gouvernement. D'appui à la protection civile, je pourrais donner un certain nombre d'exemples concrets. Par exemple, à la police, la réhabilitation de plusieurs commissariats à Conakry et à Nzérékoré, 700 policiers formés et équipés. Dans la protection civile, renforcement de la brigade des sapeurs-pompiers à Conakry, création de 4 unités de protection civile à l'intérieur du pays, donc 4 centres d'incendie de secours équipés et dotés de véhicules d'intervention, 230 sapeurs-pompiers formés, équipés. Les Nations Unies apprécient sincèrement ce qui a été atteint à travers tout ce qui a été présenté comme apport, malgré les difficultés que nous connaissons et qui ont été aussi présentées. Le pays reste engagé sur la réforme du secteur de sécurité qui est un préalable pour tout, pour la consolidation de la paix, pour le développement. Pour le système des Nations Unies, comme vous le savez, il y a 2 points importants sur lesquels nous sommes engagés. C'est surtout la réforme de la justice, mais également la réforme des forces de défense et de sécurité, les programmes de formation. Mais on voudrait insister sur le volet mobilisation des ressources et nous réjouir que dans la loi 2016, le gouvernement est engagé à d'abord financer cette réforme si importante qui, comme vous venez de le dire, va seulement faciliter l'engagement des partenaires ici présents.
Et malgré cette appréciation, le président de la République, professeur Alpha Condé, qui fait de la réforme du secteur de la sécurité l'une des priorités, entend aller vite et bien avec l'appui des partenaires bi- et multilatéraux. Le chef de l'État, pour plus d'actions positives en faveur de cette réforme, a donné des orientations sectorielles pour plus de visibilité dans la poursuite des efforts. Je voudrais commencer par remercier tous les partenaires pour leur appui à la réforme du secteur de la sécurité et les exercer à soutenir davantage tous les efforts entrepris à ce jour, en particulier dans l'accomplissement de la stratégie nationale d'action prioritaire. Bien sûr, le ministre d'État, directeur du cabinet responsable de l'unité de gestion du programme, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, avec l'appui du bureau conseil stratégique, de finaliser la stratégie de mobilisation des ressources pour la poursuite de la mise en œuvre de la réforme. Au comité technique sectoriel, suite au retard cumulé dû aux situations que nous connaissons, de revoir la programmation des activités prévues et de l'établir sur la période 2017-2019. A rappelé que la présente session se tient 19 mois après la dernière. Pour le président guinéen, il s'agit désormais de revoir le calendrier pour des rencontres trimestrielles ou semestrielles. La rencontre de ce mardi a donc permis de faire la situation d'ensemble en vue de la poursuite des efforts visant la réforme du secteur de la sécurité en Guinée avant fin 2017. L'autre temps fort de cette édition, c'est la visite du ministre des Transports sur la plateforme logistique de Kouria, dans la préfecture de Koya, un domaine de 100 hectares qui doit accueillir les véhicules importés. Les travaux d'aménagement avancent à la satisfaction des bénéficiaires. Les importateurs de véhicules d'occasion sont invités à faire déménager leurs engins sur le site de Kouria cette semaine même, une mesure qui vise à désengorger la capitale. Fodé Camara signe ce reportage. Importer à tour de bras des véhicules de tous les âges jonchent les trottoirs de la presqu'île de Kaloum, au kilomètre 36, en passant par Matam, Dixine, Matoto et Kabele. Ça et là, les emprises des différentes voies sont prises en otage par des parcs de vente des véhicules. Face à ce stationnement anarchique qui asphyxie la circulation, le gouvernement sonne la fin de la récréation. À court terme, tous les importateurs de véhicules seront délocalisés à Kouria, une commune rurale de Koya. Oui, tout à fait normal d'envoyer les vendeurs de véhicules à Kouria si les conditions sont remplies. Puisque ça fait longtemps que nous sommes en activité en ville. Kouria, d'accord, mais l'aménagement, c'est d'abord, s'il arrive à aménager les conditions qui peuvent nous permettre d'aller facilement à Kouria, on est prêt à aller. Parce qu'on ne peut pas faire tête avec l'État. 115 km de Boulbinet, loin du brouhaha de la capitale, ici à Kouria, dans le secteur de Bangouya. 100 hectares sont aménagés pour recevoir une centaine de parcs recensés. Des forages, des postes de police et de gendarmerie et une infirmerie sont installés, de même que des lampadaires et autres dispositifs de sécurité et d'électricité. Des mesures qui tiennent compte des grincements de dents des importateurs. Au jour d'aujourd'hui, le site est prêt à recevoir les véhicules d'occasion. Il était question pour la première fois, quand on a dit aux importateurs de véhicules de monter ici, ils ont demandé à ce que le site soit électrifié et que le site soit aménagé de façon à avoir de l'eau, de l'électricité, les postes de sécurité. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout est en place. On a commencé par les deux voies de route de Koya-Conakry. Ça prouve que le président prend Koya comme la vitrine de la capitale. Une fois qu'on dit que Koya a un parc ici moderne, digne de nom, là, ça nous réjouit à plus d'un titre. Après cette phase pilote de 100 hectares, la plateforme logistique de Kouria va s'étendre sur 500 hectares. Pour accueillir tous les métiers auxiliaires des transports, histoire de désengorger la capitale. Mon séjour ici ce matin s'inscrivait dans le cadre du lancement des travaux de morcellement des parcelles qui vont être attribuées à ces importateurs de véhicules. Je dois préciser que la totalité des importateurs qui sont dans la ville de Conakry, depuis Kaloum jusqu'à Kabele, ont été recensés. Ils sont à ce stade environ 80. Et ce matin déjà, les fiches d'attribution des dites parcelles sont en train d'être remplies par la Direction nationale des transports terrestres. À partir de ce soir, nous allons lancer un communiqué pour que dès demain, les importateurs passent récupérer leurs fiches d'attribution. Nous avions déjà
informé les intéressés que le transfert devait être effectif avant l'investiture du président de la République. D'ores et déjà, une convention est scellée avec une société marocaine. Entre autres perspectives prometteuses, l'interconnexion ferroviaire Conakry-Kouria, mais aussi la construction d'une gare routière internationale avec des services complémentaires tels que les banques, assurances et contrôle technique des véhicules. Et puis à propos, un communiqué du ministère des Transports, le ministre informe l'ensemble des occasions de la ville de Conakry que dans le cadre du désengorgement de la ville et de l'amélioration de la fluidité de la circulation, l'opération de transfert des véhicules à destination de Kouria, préfecture, débutera. Les importateurs et vendeurs de véhicules sont invités à se présenter le mercredi 9 décembre 2015 à la Direction nationale des transports terrestres pour le retrait des fiches d'attribution des parcelles qu'ils doivent occuper sur la plateforme de Kouria ainsi que le plan type des parcs qui y seront aménagés. Par ailleurs, le ministre des Transports invite tous les transporteurs et les professionnels des activités connexes de transport à aller sans délai des voies publiques conformément aux résolutions des différentes réunions tenues à cet effet. Tout contrevenant aux présentes instructions à la rigueur de vigueur, le ministre des Transports est esprit de civisme sur le respect de l'engagement citoyen que les corporations de transporteurs ont pris à l'occasion des différentes réunions signées à Lioune Yalo. Des artères obstruées, des automobilistes indélicats, ce sont entre autres images qu'offrent certains endroits de la ville de Conakry. Le phénomène perdure et les conséquences inquiètent les habitants de la capitale. Pourtant, l'État guinéen ne manque pas d'action pour juguler le phénomène. La police vient d'engager de plus belle la bataille. Habib Thiam, commentaire. En quête de passagers, ce chauffeur de taxi a violé les règles de stationnement. Cette fois, il s'est retrouvé au mauvais endroit. Comme vous voyez maintenant là, le taximan vient en plein carrefour, c'est ce qu'on appelle la rentrée cochère. Il vient égarer là-bas au carrefour pour une rentrée. Maintenant, dès qu'on vient maintenant, nous les policiers, c'est pour ça que l'État nous a donné les motos, les moyens de déplacement et les moyens de communication. Nous avons ça avec les carnets de labellisation. Dès qu'on le prend maintenant là, on l'envoie, on le donne dessus. À cette réalité de Conakry s'ajoute une vieille habitude, l'occupation express de la chaussée par des voitures et autres vieux camions très souvent à l'abandon. Au-delà des bouchons qu'ils engendrent, le phénomène porte préjudice à l'activité de certains citoyens de Bonfi. Ça fait plus de 6 mois, le camion est garé là. Derrière là, ça fait presque 3 mois, elle est là. La police routière est pourtant très présente sur le tronçon, mais elle doit agir selon les moyens de bord. Les camions qui sont garés au long de la route là, des fois on le dit d'enlever. Mais dès que le camion est en panne, on n'a pas de grue pour le camion, pour enlever le camion. On n'a pas de la grue pour le camion. Mais les petites voitures qui garent là, on a la grue ici avec nous. Il y a quelques mois, cette artère de Madina s'est illustrée par un trafic désordonné. Avec l'engagement de la police routière, l'on est vers un retour à la normalité. Tout est désordonné, mais quand même, j'arrive à les mettre en ordre. Pour que le carrefour de Madina, le pont de Madina soit libre, il faudrait que les marchands de là et les marchands, qu'on trouve au moins une bonne place pour ces gens-là. Parce que tant qu'ils sont là, les piétons ils n'ont pas le courage de passer, ils n'ont pas le temps de passer parce qu'il y a des véhicules qui passent, il y a des piétons qui passent, il y a tout qui passe sur la même voie. Déterminée à assurer à la capitale sa fluidité, la police est passée à l'action. Une vaste opération de déguerpissement des emprises de la route est en cours. Mais les habitudes ont la vie dure. À Conakry, réguler la circulation relève d'un parcours du combattant. Et l'opération à suivre. La COP 21 se poursuit à Paris en France, la plus grande rencontre sur le climat. Un accord visant à réduire sur le niveau du réchauffement climatique est attendu en fin de semaine. La mission de l'État guinéen a réaffirmé ce mardi sa position et son engagement sur la promotion de l'énergie verte. Voici le reportage à Paris. Kamara Boubacar. La conférence de Paris sur le climat vient d'amorcer sa dernière ligne droite. Des progrès de financement climatique sont annoncés, mais les discussions se poursuivent pour l'atténuation des effets du changement. Pour les pays victimes du drame climatique, l'accord ne sera pas signé à la sauvette. Techniquement, les négociateurs ont fait le travail. Bien qu'il y ait eu des consensus qui restent à nous, pas de consensus, parce que le consensus c'est quoi?
C'est pour que tous les continents retrouvent leurs préoccupations dans ce texte. Nous ne voulons pas faire comme le protocole de Kyoto, où on s'est laissé faire. Il y a eu des choses qui ont été obtenues et qui ont mis l'Afrique un peu de côté. Mais pour cette fois-ci, il faut que nous nous mettons d'accord sur tous les aspects du problème et que des projets qui doivent disparaître en tenant compte des priorités de l'Afrique. À Paris, pas de fioriture, tout est passé au crible. Les pays réaffirment leur engagement politique, présentent leur fragilité et déroulent des mesures d'atténuation et d'adaptation à la menace climatique. Pour la Guinée, chacune de l'Afrique occidentale, l'accord de Paris devrait donner les moyens de s'adapter aux impacts inévitables des changements climatiques, préserver les ressources en eau du pays au profit des Guinéens et de l'Afrique, gérer efficacement et durablement les écosystèmes, promouvoir et développer des pratiques agro-silvopastorales au profit des communautés vulnérables durement affectées. Deuxièmement, exploiter l'important potentiel énergétique. Troisièmement, contribuer efficacement au développement durable en mettant en place un cadre juridique et réglementaire approprié. Solidaire de la position africaine, la Guinée concentre ses efforts d'atténuation autour de la promotion des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité et la gestion durable de ses forêts. L'autre image de l'actualité nationale, la commission mines et industrie de l'Assemblée nationale a visité les sites d'opération de la compagnie de bauxite de Kinia, située dans les localités de Balaya et de Débélé. Objectif, voir et apprécier les actions de cette société qui évolue en Guinée depuis des années. Sidi Roberton. Une journée entière consacrée par les parlementaires à la visite des zones d'exploitation de la compagnie de bauxite de Kindia, CBK, à Balaya et Débélé notamment. Objectif, toucher du doigt les réalités, mais surtout rassurer les populations guinéennes des conditions de travail du géant minier Rusal dans ces différentes localités. Nous sommes très satisfaits et nous avons remarqué qu'il y a de gros efforts réalisés dans le cadre de cette exploitation et nous encourageons énormément la direction de la CBK d'ouvrir les portes afin que la direction de l'environnement de Kindia puisse être avec eux. Nous espérons qu'il y ait une coopération réelle, une collaboration réelle entre les services de l'environnement, les services déconcentrés et les sociétés minières, parce que ce sont ces services qui peuvent apprécier la réalité sur le terrain. On souhaiterait également qu'il y ait passe finalement de la phase d'extraction à la phase de transformation chez nous. 3 millions de tonnes par an sont exploitées et exportées sur plusieurs hectares. Une extraction importante et impressionnante qui, du coup, pose des questions environnementales. Des élus du peuple ont insisté surtout sur la protection de l'écosystème à travers le reboisement des plantes à croissance rapide. J'en suis heureux, j'en suis fier, parce que plus on a des échos positifs de l'action de Rusal ici, plus d'autres sociétés russes entendent et qu'ils disent « Ah, Rusal se sent bien en Guinée, donc ça vaut la peine d'investir en Guinée, on va venir en Guinée ». La journée a été aussi marquée par la visite du centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux, un bijou obtenu grâce à la coopération scientifique et technique guinéo-russe. Les chantiers de la fête de l'indépendance à Cancan fascinent le regard. Des infrastructures qui donnent un visage de Nabaya apprécient l'action du gouvernement. Nos reporters ont visité le bloc administratif et la résidence du préfet. Voici le reportage sur la restructuration de l'institution. Ils ont aussi passé en revue les activités développées par le Conseil économique et social en Guinée et à l'étranger. Bernard Tonguine, reportage. Cette deuxième session ordinaire du Conseil économique et social aura duré 2 mois. Les 45 membres de l'institution, répartis en 4 commissions, ont travaillé sur plusieurs sujets, dont entre autres la révision des statuts, du règlement intérieur, la restructuration de l'administration du Conseil économique et social et la saisine du ministère du Plan sur le dossier des investissements publics. Nous devons nous féliciter d'avoir contribué à la réalisation d'un dialogue social inclusif, à la consolidation de la concorde et l'unité nationale pendant l'élection présidentielle.
Nous nous réjouissons du succès de l'élection présidentielle au suffrage universel du 11 octobre 2015 qui s'est déroulée dans la paix et la sérénité, preuve du degré de maturité et de démocratie acquis par notre peuple. Nous sommes heureux, en outre, du succès de la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Au cours de l'année 2015, le Conseil économique et social a renforcé ses relations avec plusieurs institutions similaires, ce qui a permis à la Guinée d'être membre du conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Le Conseil économique et social guinéen a participé à la COP 21. Rencontre au cours de laquelle Rabia Toussera Diallo, présidente du CES, a animé une conférence sur la lutte contre le réchauffement climatique. La fin de cette deuxième session du Conseil économique et social est marquée par la prestation de la troupe artistique de Jeanne Macaulay. Dans l'actualité encore, le réseau des champions du plaidoyer pour le financement adéquat de la santé a officiellement lancé ses activités lundi à Conakry. Cette plateforme ambitionne d'inciter les décideurs à rehausser le budget du secteur de la santé et à créer un environnement favorable à la bonne gouvernance. Moussa Koumara. Tout comme plusieurs pays de l'Afrique au sud du Sahara, restent confrontés au faible budget alloué au secteur de la santé. Ces 10 dernières années, la santé n'avait que 2% dans le budget national. Avec le passage de l'épidémie à virus Ebola, il est passé de 2% à 4%. Ici, à la Maison de la Presse, le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé regrette cette situation. Aujourd'hui, la santé est financée quasiment par les populations et la contribution de l'État dans ce financement est extrêmement faible. Et notre association est donc là pour faire un plaidoyer au niveau des décideurs, du gouvernement, des parlementaires, des associations de la société civile, les journalistes, tous ceux qui peuvent influencer des prises de décision pour que l'État augmente sa part de contribution dans le budget de la santé. À Abuja, les pays membres de l'organisation OAS, dont la Guinée, s'étaient engagés à accorder 15% de leur budget au secteur de la santé. Mais des pays comme le nôtre traînent encore le pas. L'essentiel du financement de la santé est assuré par la population. Donc, quand tu es malade, tu viens à l'hôpital, tu payes tes médicaments, tu payes l'hospitalisation et autres. Ça, si on prend toutes les dépenses de la santé, les malades et leurs familles payent les 2/3 des coûts de santé, ce qui est extrêmement élevé, tout simplement parce qu'on n'a pas un système d'assurance maladie dans notre pays. Il y a 2 ans, ce réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé est né. Mais à cause du virus Ebola, plusieurs activités n'ont pu être réalisées. Le premier combat aujourd'hui est d'inciter les décideurs à revoir à la hausse le budget du secteur de la santé. Un atelier sous-régional sur la gestion de la crise d'Ebola se tient à Conakry. Il regroupe les experts venus des pays touchés par cette épidémie. C'est une initiative de la Nanoriva Union. Les participants planchent sur les différentes expériences de lutte contre cette maladie. Haya Ramatoulaye Touré fait le point. Depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola dans l'espace Mano, plusieurs efforts ont été conjugués pour sortir ces pays de cette épidémie. C'est ainsi que le Libéria et la Sierra Leone ont été déclarés libres d'Ebola le 20 novembre 2015 et la Guinée est en voie de sortir de l'épidémie. D'où la nécessité de réunir les experts de ces États pour un échange d'expériences tant sur les difficultés rencontrées que le succès enregistré dans les mesures de protection et prévention. Aujourd'hui que le Libéria et la Sierra Leone sont sortis de la tourmente, aujourd'hui que le Libéria et la Sierra Leone ont été déclarés libres d'Ebola, je crois qu'il était important que nous réunissions des experts du domaine médical à Conakry pour que les échanges d'expériences puissent permettre à la Guinée aussi non seulement de tirer profit des bonnes pratiques qui ont eu lieu
dans ces pays, mais également de renforcer la préparation de la sous-région à affronter d'éventuelles crises sanitaires et médicales dans le futur. Il s'agit de partager les expériences sur cette maladie, les approches mises en œuvre de prévention, de traitement, de soins et de soutien, concevoir et promouvoir un mécanisme de réaction rapide, de prévention, de protection et de riposte pour se préparer contre les futures épidémies. Cette rencontre sous-régionale de partage des différentes expériences tirées de la gestion de la maladie à virus Ebola nous conduira à lutter inlassablement pour l'éradication totale de cette épidémie. La pertinence du rôle des acteurs sociaux que vous êtes dans la lutte contre l'épidémie et son éradication à travers l'information, la sensibilisation et le contenu des messages véhiculés se passe de commentaires. Les participants venus du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée ont expliqué comment ils ont géré l'épidémie depuis son apparition. Le bureau exécutif de l'AGEPI fustige le comportement de certains journalistes de la place qui dénoncent la légitimité, j'allais dire, du nouveau bureau alors que l'élection s'est déroulée dans la transparence, comme en témoignent les documents juridiques. Les précisions de Yaya Silla. À travers cette réunion de travail, l'AGEPI compte apporter des précisions sur les divergences de vues concernant le nouveau bureau. Selon les membres, la légitimité du bureau dirigé par Ibn Conté n'est pas à contester. De A à Z, la chronologie des événements vous sera très facile à rédiger parce que toutes les dates sont mentionnées, claires et nettes. Et nous ne sommes pas allés un pas et puis revenir en arrière. Nous avons évolué comme le réclame le droit en Guinée. Le nouveau bureau de l'AGEPI se dit être victime d'une campagne de dénigrement. Pour mettre fin à de tels agissements, le bureau entend porter plainte contre les auteurs. Il est prévu dans le code pénal en ses articles 262, 263 et les suivants que tout individu qui se permettra de se donner une fonction ou un titre dont il n'a pas le droit sera condamné de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement ferme. Donc le bureau exécutif de l'AGEPI, qui est aujourd'hui en sa tête le monsieur Moussa Ibn Conté, n'hésitera plus d'appliquer la loi vis-à-vis des contrevenants. Ça m'étonne qu'avec ce congrès qui a été tenu, tout ce qui a été fait dans les règles de l'art, que les gens protestent encore. Non, on prend ça, on prend acte. Mais ce que je demande, il serait mieux que ses frères, ses confrères, ses directeurs de publication qui s'agissent dans les petits couloirs et qui viennent, on travaille ensemble. Avec plus de 80 membres, l'Association des éditeurs de la presse indépendante de Guinée invite ses membres à tourner la page des polémiques au profit des actions de développement de la presse écrite en Guinée. Les ressortissants de la préfecture de Dabola s'impliquent dans le développement de leur terroir et partagent leur expérience en matière de développement communautaire avec les paysans, une action qui suscite de l'engouement chez les autorités locales de Arafa Moussaya. Tierno Ousmane aussi ce reportage. Les fils ressortissants de Arafa Moussaya adoptent une nouvelle stratégie dans leur élan d'appui au développement de leur localité. La construction d'infrastructures doit s'accompagner désormais de formation. Avec une population en majorité analphabète, c'est en langue du terroir que les messages sont véhiculés avec l'alphabet Nko. Pour cette première session, les débats portent sur l'esprit d'entreprise. Le but de cet atelier, c'est de lutter contre l'analphabétisme et donner de l'espoir à celles ou ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de se débrouiller en la langue Nko. Apprendre à ces populations comment se prendre en charge dans les communes rurales et comprendre qu'en restant au village, on peut lutter contre la pauvreté et que la pauvreté n'est pas une fatalité. Différentes astuces pour mener à bien des projets de développement sont enseignées. Pour ces ressortissants décidés à prendre à bras le corps les questions de développement de leur localité, la réduction de la pauvreté passe aussi par ce partage d'expériences inédits qui suscite beaucoup d'intérêt auprès des populations. Tous les jours, nous contribuons au développement des communautés. Mais comment? Soit par des baptêmes, soit par des sacrifices, soit par une route par là. Mais ce que nous ignorons, nous autres, dits intellectuels, c'est que les populations attendent que nous partagions notre expérience et nos connaissances, et c'est ce qui a toujours fait défaut.
L'implication des ressortissants dans le développement d'Alpha Moussaya est un coup de pouce pour les autorités administratives de la sous-préfecture qui voient en cette initiative un modèle d'implication pour l'émergence des zones rurales. C'est extrêmement important l'entrepreneuriat en langue nationale, en alphabet inco, pour permettre à nos parents, après la construction de la banque, après la construction du marché, pour leur permettre de maîtriser les paramètres de développement et de gestion financière des fonds qu'on va mettre à leur disposition. La formation va durer 6 jours. Elle prendra fin samedi prochain. Nos deux compatriotes morts à Kidal, au Mali, ont été décorés à titre posthume par la délégation des Nations Unies. Les deux soldats guinéens de la MINUSMA ont bénéficié de l'hommage de la République et seront inhumés ce mercredi. Le reportage de commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Après la base aérienne principale de Conakry, la salle de conférence du ministère de la Défense nationale a servi de cadre à la délégation onusienne et malienne d'adresser les condoléances aux autorités civiles et militaires guinéennes et aux familles éplorées. Please accept my deepest condolences for the loss of your two brave soldiers. S'il vous plaît, acceptez mes condoléances les plus sincères pour votre perte de 2 soldats et camarades. Et vous pouvez être fiers de vos soldats à Kidal. Ils font un travail merveilleux. J'ai eu l'opportunité de décorer les 2 soldats, les 2 lieutenants avec le médaille de l'ONU. Suite à la perte cruelle du commandant Mawal Diallo et le caporal Jacob Loua, tous 2 militaires du contingent guinéen de la MINUSMA, décédés suite à l'attaque du camp de la MINUSMA survenue à Kidal au Mali par des ennemis de la paix sans foi ni loi. Les compétences et qualités reconnues en ces 2 vaillants soldats de la paix par les plus hautes autorités maliennes leur ont valu d'être cités en exemple parmi les plus méritants fils de l'Afrique. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, grand maître des ordres nationaux, leur confère la médaille de la Croix de la valeur militaire. Jacob Loua. En cette douloureuse circonstance, le ministre délégué à la Défense nationale, le commandement de l'état-major régional des armées et le haut commandement de la gendarmerie nationale direction de la justice militaire informent les familles éplorées, les forces de défense et de sécurité et le peuple de Guinée que la cérémonie funèbre des feux lieutenant-colonel Marouane Diallo et adjudant-chef Jacob Loua aura lieu le mercredi 9 novembre 2015 au bataillon du quartier général Bekigé, camp Almami Samori Touré à partir de 9h. Prions pour le repos de leur âme. Conakry, le 8 décembre 2015.